Et on se retrouve sur le plateau de Punchline avec Vincent Hervouette d'Europe 1, le général Vincent Desportes, avec Alexandre Devecchio et Joseph Massescaron. On va s'intéresser à ce qui s'est passé à Boutcha, cette ville dans les alentours de Kiev, où des nombreux massacres de civils ont été constatés. Est-ce que les images de satellites vont-elles permettre de prouver qu'il y a eu crime de guerre ou pas? On va écouter les explications de Régine Delfour et je vous passe la parole ensuite, général. Partout dans les rues de Boutcha, les mêmes scènes d'horreur. Des centaines de cadavres à même le sol. Ces images ont provoqué une onde de choc internationale. Mais représentent-elles une preuve suffisante pour qualifier ces massacres comme crimes de guerre? Pour Philippe Grant, directeur de l'ONG Trial, spécialisé dans la lutte contre l'impunité des crimes de guerre, il faut davantage de preuves. Les images en elles-mêmes comptent rarement comme des preuves déterminantes. Vous aurez beaucoup d'autres choses autour de l'image ou de la vidéo tournée sur le terrain. Ces documents peuvent révéler des éléments importants, mais pas toute l'histoire. Pour Moscou, ces cadavres ont été placés après le départ des troupes russes. Une explication peu plausible depuis la diffusion d'images satellites. Mais Philippe Grant appelle à la plus grande prudence. Rappelez-vous Timișoara, en Roumanie. Vous aviez les photos, les corps, les charniers, mais ce n'était pas du tout ce que le récit initial indiquait. Donc nous devons être prudents. Il semble assez clair que des crimes de guerre ont été commis. Maintenant, ce que je ne veux pas faire, c'est attribuer cette responsabilité à une personne spécifique ou à des groupes spécifiques de personnes. Même s'il ne fait aucun doute que ce soit des crimes de guerre, rien ne permet pour l'instant de savoir qui les a ordonnés. Général Desportes, ces images satellites ne sont pas des preuves irréfutables de ce qui s'est passé. Alors, toute image peut être trafiquée, on le sait, et donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Et c'est là où M. Poutine ne fait pas ce qu'il devrait faire. Il dit, ok, on va ouvrir véritablement une enquête, on va ouvrir tous les livres et on va voir ce qui se passe. Et ne le faisant pas, effectivement, il a plutôt tendance à laisser penser qu'il est coupable. Vincent Hervouette le rappelait tout à l'heure, quand dans l'armée française, on a une suspicion de quelque chose qui n'est pas conforme au droit de la guerre, le commandement immédiatement, mais dans l'heure, ouvre une enquête de commandement et laisse savoir à tout le monde ce qui s'est passé. Et ça paraît évidemment absolument fondamental. Alors moi, je crois que c'est bien de rappeler Timișoara, parce que là, pendant 10 jours, l'Occident s'est ému sur une affaire qui n'avait pas existé. C'était un charnier en Roumanie. En décembre 1989, qui a entraîné la chute de Ceausescu. Donc je crois qu'il faut être prudent. Et je crois qu'on ne peut pas à la fois rejeter M. Poutine dans toute sa barbarie et ne pas défendre ce qui fait aussi notre grandeur. Et la grandeur de la justice démocratique par rapport à la justice dictatoriale, c'est le principe de l'habeas corpus. Dit en français, celui qui n'a pas été condamné comme coupable est considéré comme innocent. Donc je crois que pour l'instant, on a des choses, enfin énormément de choses qui semblent dire, qui semblent montrer. Mais notre sagesse à nous, c'est de ne pas agir précipitamment, de lancer des enquêtes, d'aller voir. Et ces enquêtes seront extrêmement longues parce que les photos dont vous parlez ne prouveront pas. Il faudra montrer, par exemple, que ces morts-là ne font pas partie de ce qu'on appelle les personnes protégées par le droit des conflits internationaux. C'est-à-dire qu'en aucune manière, au moment où elles ont été tirées, elles ne participaient à une bataille anti-russe, ce qui n'aurait pas été anormal, évidemment. C'est pour ça que cette enquête sera forcément longue, mais je crois que si M. Poutine veut prouver qu'il est en dehors de cette affaire-là, il est temps que lui-même gèle le théâtre de guerre et laisse les enquêtes aller le plus vite possible et le plus loin possible, à mon avis. Il n'est pas tout à fait évident qu'il le fasse. On en est loin, Vincent Hervouette, effectivement, parce que ce n'est pas du tout l'attitude du Kremlin aujourd'hui. Non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout dans la coopération, c'est pas du tout ça. Alors, mais sur le fond du dossier, c'est quand même assez troublant, parce que par exemple, c'est là où les preuves sont difficiles à évaluer comme ça de loin, d'un studio. Tout de suite, par exemple, on a eu, dès que le massacre a été connu, on a eu la première photo satellite montrait que la Terre avait été retournée sur une grande longueur le long de l'église de Boutcha. Et cette terre, ça montrait la présence d'un charnier, en fait. Mais bon, qu'est-ce que vous avez dans un charnier? Vous avez des gens qui sont morts. Est-ce qu'ils ont été tués par des bombardements? Est-ce qu'ils ont été exécutés sommairement? Est-ce qu'ils ont été tués comme au Baltrap par un sniper, ce qui semble avoir été le cas de ce cycliste ou d'autres? C'est pas la même chose. Timișoara, moi je trouve ça formidable qu'on le cite parce que
Timișoara, c'est effectivement, vous savez, les restes d'une morgue qui sont présentés comme des victimes des satans qui peuplent l'imaginaire roumain et qui sont les hommes de la Securitate, la police politique roumaine du temps de Ceausescu. Et en fait, cette espèce de... c'est une mystification. Mais toute la révolution roumaine est une mystification. C'est-à-dire qu'en fait, on croit que c'est une révolution populaire, alors que pas du tout. C'est un coup d'État mené justement par les services spéciaux, les services de renseignement, une partie des services de renseignement roumains, manipulés par le KGB, par les Russes, qui veulent la perestroïka, qui veulent se débarrasser de ce vieux stalinien. Okay, donc c'est un tour de passe-passe, et l'Occident est totalement aveuglé. Et là, je ne dis pas du tout que c'est ce qu'on a vu dans cette petite ville des faubourgs de Kiev, mais ce qui est clair, sans aucun doute, c'est que les Ukrainiens et les Russes sont des cousins, que les services, qu'il y a une guerre cachée, une guerre qui implique des professionnels aguerris de la manipulation de l'opinion publique, qui travaillent avec du renseignement, tout est masqué, cette guerre est fantomatique, et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, intoxiqués par ces agents dont c'est le métier. Il faut quand même avoir conscience qu'il y a une guerre que l'on ne connaît pas, dont on ne voit que la surface immergée de l'iceberg, et qu'il y a des tireurs de ficelles, qu'il y a des metteurs en scène qui sont des professionnels aguerris. Général Desportes, est-ce qu'effectivement, cette idée qu'il y ait une manipulation de l'information doit rester présente ça doit rester présent. Il y a l'émotion et la justice. Que nous ayons tous beaucoup d'émotions, ça paraît normal. Mais notre grandeur, encore une fois, c'est justement de se dire qu'il y a une grande différence entre l'émotion et la justice. Et il est clair qu'aujourd'hui, l'Ukraine est le lieu où il y a le plus d'espions, de forces spéciales qu'on ne voit pas, etc. Donc il y a effectivement deux guerres, il y a celle qu'on voit et celle qu'on ne voit pas. Et alors moi, je ne vais pas du tout prétendre que ça a été organisé, que le spectacle a été réorganisé par les Ukrainiens, mais je crois qu'il faut rester extrêmement prudent. Il est absolument impossible de juger sur cette photo-là, de savoir comment cet homme est mort, et c'est d'une grande tristesse, mais on ne peut pas le savoir. Oui, il est sur un vélo. Alors il est sur un vélo. Alors après on peut se poser la question, est-ce qu'il est tout à fait normal que les gens fassent du vélo au milieu des tirs? On peut se poser cette question-là. Enfin, je veux dire, il y a un tas de questions qu'on peut quand même se poser. Donc il faut rester froid, c'est la grandeur des démocraties, de rester froid par rapport à la violence. Mais juste une question sur l'attitude du Kremlin qui dit c'est une provocation, c'est une manipulation grossière. Est-ce que ça n'empêche pas qu'il y ait une enquête interne qui soit menée du côté des forces russes ? Oui, justement, il faut qu'il le fasse. Mais non, il faut qu'il le fasse. Plus il attendra avant de le faire, et moins il le fera, plus il sera naturellement coupable, bien sûr. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir jamais entendu parler d'un officier russe qui ait été saqué après des débordements de la soldatesque. C'est une armée qui est quand même très brutale. Vous me direz que l'armée ukrainienne, elle est du même format, mais elle est encadrée peut-être différemment. C'est une armée russe qui est brutale. On l'a vu à l'œuvre, qui fait appel à des supplétifs qui sont pas vraiment contrôlés, notamment les Tchétchènes. Et donc, le groupe Wagner est une armée vraiment de mercenaires les plus lamentables qu'on puisse imaginer. On vient de les voir à l'œuvre au Mali. Il y a 400 morts en même temps qu'à Bouchta. Il y a 300 morts, plus de 300 morts dans une opération de l'armée. Et ce sont des civils qui ont été exécutés sommairement après avoir été triés en fonction de la barbe, en fonction des vêtements, en fonction de l'appartenance ethnique. Et en plus, l'armée malienne s'en glorifie en disant que c'est une magnifique opération anti-djihadiste, alors que c'est à l'évidence un crime de guerre. Personne ne parle de génocide, tout le monde prend un air embêté parce que c'est au Mali. Mais ce que je veux dire, c'est que les Russes, on ne connaît pas, on n'a pas l'habitude de voir des types qui soient rétrogradés, limogés, parce qu'ils ont failli dans leur commandement. On en voit parce qu'ils ont, éventuellement, se sont un peu écartés de la ligne. Mais c'est tout. Général Desportes, vous voulez rajouter quelque chose ? Je voulais rajouter qu'il y a deux choses qu'il faudra déterminer. D'une part, parce qu'il y a des crimes de guerre. Très, très probablement, il y a des crimes de guerre. Et quelque part, l'armée russe se comporte comme elle s'est toujours comportée, sans aucun intérêt pour les pertes, quelle qu'elle soit, de quel côté qu'elle soit. Les 25 millions de morts de l'armée russe pendant la Grande Guerre patriotique, une grande partie est juste le fruit de l'incompétence des généraux qui lancent leurs troupes à l'assaut, de Staline qui dit continue, etc. Donc, il y a un comportement vis-à-vis de la vie humaine qui est le comportement habituel, qui est un comportement barbare. Mais je dis, ce qu'il faudra savoir, c'est sont des crimes de guerre individuels, ou bien passe-t-on du crime de guerre
au crime contre l'humanité et au génocide. Et donc, ce qu'il faudra déterminer, c'est des ordres ont-ils été donnés et jusqu'à où et jusqu'où remontent-ils. Et ça, je crois que c'est extrêmement important pour connaître non seulement la responsabilité de l'armée, mais la responsabilité de l'État et le degré dans lequel l'État lui-même a poussé l'armée à réagir comme ça. Et ça, c'est un point extrêmement important. Oui, Vincent Herouet. Bon, il a fallu attendre la chute du mur en 1991 pour que pas les soviets, les Russes reconnaissent le crime des soviets, Katyn. Il a fallu juste attendre. Il a juste fallu attendre 50 ans. Oui, donc on peut attendre encore un petit peu. Joseph Massescaron. L'exemple de Katyn est vraiment probant. Hein, quand on dit qu'on ne sac pas les officiers et autres et qu'il y a une sorte de chape de plomb sur la vérité, oui, l'exemple de Katyn est flamboyant. Et la particularité de l'armée russe, Général Desportes, c'est aussi qu'il y a peu de sous-officiers. C'est qu'elle n'est pas dirigée de la même façon que l'armée française quand elle est sur le terrain. Est-ce que ça peut expliquer aussi ces débordements, ces actes de barbarie? Je ne sais pas si ça explique, mais je dirais que c'est une des raisons d'eux. Ce qui n'est peut-être pas exactement la même chose dans le vocabulaire, parce que oui, c'est une armée qui est très violente, y compris vis-à-vis d'elle-même. Hein. On sait que les soldats sont bizutés de manière très dure. Que la vie est extrêmement difficile, ils n'ont pas à manger, ils souffrent, etc. Et d'autre part, c'est une armée qui est mal encadrée. C'est une armée qui est mal encadrée, c'est-à-dire que ce qui fait la force d'une armée occidentale, et l'armée française que je connais mieux que les autres, c'est qu'on a un corps de sous-officiers extrêmement qualifié, qui est en permanence en train de regarder ce que font ces gens-là. Une grande différence aussi, qu'on ne trouve sûrement pas dans l'armée russe, c'est que, je caricature un peu, mais pour un soldat, autant de cours de mitrailleuse que de cours d'éthique et de morale dans l'armée française. L'éthique et la morale est enseignée en permanence à tous les niveaux, alors que je suis absolument sûr que ça n'est pas le cas dans l'armée russe. Donc c'est une barbarie individuelle et c'est aussi une barbarie culturelle, parce que la culture est la culture de la violence, la culture du mépris de la vie, qui va, à un moment donné, à un moment où, il faut bien voir que cette armée, elle a reculé à Boutcha et ailleurs, c'est une opération extrêmement difficile, c'est-à-dire qu'on recule, les autres attaquent, et donc l'armée n'est pas encadrée, et chacun se défend un peu comme il peut. Et la guerre, on a une image mauvaise de la guerre, on fait des jeux vidéo, some player play again, non, une fois que vous êtes tué, vous êtes tué. Ce que je veux dire, c'est que la guerre déclenche toujours la bestialité. C'est-à-dire, la guerre fait sortir de l'être humain, quelle qu'elle soit, le pire de ce qui est l'être humain, d'où l'importance, justement, et vous l'avez dit, madame, d'avoir un encadrement formé, solide, qui tienne cette barbarie qui est enfouie au fond de chacun de nous et la contienne pour que nous ne rentrions pas nous-mêmes dans les guerres barbares. C'est la peur. La guerre, en fait, c'est ça, c'est la peur. Et c'est comment dominer la peur qui vous taraude, que vous ressentez dans la mitraille, quand il faut y aller, quoi. Quand il faut traverser la rue et qu'il y a 2 snipers qui font des cartons, il faut traverser la rue. Donc vous avez la peur qui vous habite, la conscience que de la fragilité des choses. Et pour arriver à la canaliser, il faut une discipline. C'est ce que, effectivement, on apprend dans les écoles militaires. C'est ce qu'on apprend aussi. Une discipline puis un esprit de corps, pas être tout seul. La peur, et moi je rajouterais 2 choses, le mépris. On a appris à ces gens-là à mépriser l'adversaire, ce qui est extrêmement grave. La dénazification, je veux dire, les Russes sont aussi traités de nazis par les Ukrainiens. Non, mais il y a le mépris. La deuxième chose, la peur, bien sûr, et la haine. Très rapidement, quand vos copains sont tués par les autres, la haine arrive, et donc je ne respecte plus l'autre. C'est les 2 grands dangers de la guerre.